Bonjour. Bonjour donc et bienvenue ce dimanche matin à Laval où nous avons nous la chance de nous trouver et où vous qui êtes des internautes et nous regardez virtuellement avez la chance de nous regarder. Bienvenue ce matin donc pour une table ronde autour de la littérature et qui pose une question un petit peu ésotérique en apparence mais qu'on va essayer d'éclaircir et d'élucider avec Pierre Jourde, Perrine Lequerec et Sorge Chalandon. La littérature comme source d'intelligibilité. Alors peut-être pour commencer, avant une présentation rapide des trois auteurs, un petit mot de mise en perspective. En réfléchissant un petit peu à l'intitulé de cette table ronde, j'avais en tête une phrase de Rimbaud dans Délire. Peut-être a-t-il un secret pour changer la vie? Et je me suis dit, c'est une question qu'on pose souvent autour de la littérature. Peut-elle changer la vie, changer le monde? Mais une autre question, et c'est celle qui aujourd'hui nous réunit, la littérature peut-elle aider plus modestement ou plus ambitieusement peut-être à comprendre le monde? Peut-elle être un facteur, un opérateur d'intelligibilité? Alors, avant de rentrer dans le vif ou dans l'art du sujet, quelques mots sur les auteurs que nous avons réunis. Alors, d'abord, je commencerai donc par Pierre Jourde. Alors, Pierre Jourde, vous êtes à la tête d'une bibliographie considérable. J'ai retenu un livre. Alors, ce n'est pas parce qu'il est en poche et qu'il était facile à emporter, mais c'est parce que il avait, me semble-t-il, la vertu de mêler à la fois quelque chose d'extrêmement narratif et aussi toute une série de réflexions à travers la narration sur ce qu'est un récit, sur ce qu'est la littérature et sur la façon dont elle peut ou ne peut pas être cette fameuse source d'intelligibilité que nous cherchons avec nos bâtons de sourcier. Donc le voyage du canapé lit, donc très rapidement, c'est un voyage, une odyssée vers l'Auvergne, en Auvergne, où il s'agit de rapporter un objet, plus exactement un meuble encombrant, un meuble qui est aussi un objet où se cristallise toute une série de souvenirs familiaux. Et c'est aussi en même temps une prolifération de récits, d'anecdotes. Il est question d'une marinière et d'homosexualité à Londres. Il est question de voyage en canoë et d'un bidon qui tient mal. Il est question de voyage en Amérique du Sud. Il est question de ceci, il est question de cela. Il est aussi et surtout question de récit. C'est aussi un récit sur le récit, sur ses limites, sur ceux à qui il s'adresse, et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, un ouvrage proliférant. Enfin, je m'arrête là et je passe donc à notre autre auteur, notre autrice, Perrine Lequerec. Bonjour Perrine. Bonjour. Donc cette fois c'est pour Rouge Pute. Rouge Pute à la Contralée. Donc c'est un recueil de poèmes, mais recueil de poèmes assez particulier puisque c'est le fruit d'une série d'entretiens avec des femmes qui ont été victimes d'agressions, victimes de toute une palette, si j'ose dire, de sévices, violences conjugales, viols. Vous avez recueilli leurs paroles et par la grâce de l'écriture, par la grâce du poème et du rythme, vous en avez fait ces courts textes dans lesquels une série de jeux de première personne s'expriment, disent leur douleur, disent leur souffrance, mais disent aussi leur désir de s'échapper. Voilà donc très rapidement brossé. Et enfin, donc Sorge Chalandon. Alors Sorge Chalandon, j'ai donc choisi Une joie féroce, qui est votre dernier livre. Alors Une joie féroce, c'est un récit sur un quatuor de femmes. C'est un récit qui mêle, qui mêle un petit peu comme la fameuse robe sans couture, à la fois la chronique. C'est une chronique au plus près des corps, du cancer qui affecte ces quatre femmes, des différentes étapes, à la fois psychiques et physiques du traitement. Mais c'est aussi, un petit peu comme un Tarantino, moins le sang, un thriller, un polar, un récit d'effraction, de cambriolage, également très très détaillé. Et le mélange des deux donne au livre son ton à la fois inimitable, savoureux et parfois poignant. Voilà donc très rapidement esquissé également.
Alors, commençons peut-être et abordons cette intelligibilité qu'on va s'efforcer de rendre un peu intelligible. Et je vais commencer par vous, Sorge Chalandon. Non, non, ne faites pas cette tête. Alors, voilà, intelligibilité, vous avez 2 heures, je ramasse les copies. Non, alors non, plus sérieusement, Oui. ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est la façon dont, pour parler en bon français, il me semble que vous utilisez certains des ressorts de la non-fiction, ou en tout cas qui viennent peut-être de votre autre activité de journaliste. Il y a toute une précision dans les termes, précision dans la retranscription de la langue des médecins. Et je me demandais donc quelle était la part de cette approche journalistique, la part d'une approche qui collerait peut-être plus directement au fait que la fiction. En fait, aucune. Aucune. Non. C'est-à-dire que le journaliste n'a pas écrit ce livre. Celui qui a écrit ce livre, c'est le cancéreux. D'accord. Donc je vais être un peu brutal et très simple. Je pense qu'un journaliste, je pense qu'il y en a eu, qui ont raconté leur cancer. Ce que je vis quand je l'apprends, ce que je deviens, ma peur, ce que j'espère être, ce que j'espère devenir, les traitements, etc. Il se trouve que, alors je vais employer d'immenses guillemets, mais en fait c'est ma femme qui a eu un cancer, et moi je l'ai eu 11 jours après. C'est-à-dire que j'ai appris 11 jours après que j'en avais un aussi, et je m'étais mis en tête d'écrire sur son cancer, mais pas sur son cancer, sur son combat. Parce qu'il y a une phrase qu'elle m'a dite qui m'a bouleversé un jour, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire un livre sur que sais-je sur le cancer du sein, ça n'a aucun intérêt, ça a été très bien fait partout, c'est pas ça. Mon problème, c'est pas ça, c'est il nous arrive quelque chose comme ça, j'en fais quoi? J'en fais quoi? Et donc c'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai un traître en Irlande, je fais quoi de ce traître? Quand je reviens de Beyrouth bouleversé par les massacres des camps de Sabra et Shatila, je fais quoi de ça? Je fais quoi? Or, il se trouve que j'écris, et donc le cancer arrive, c'est-à-dire que le cancer de ma femme arrive, j'en fais quoi? Comment je fais et comment j'en parle? Et surtout, je ne vais évidemment pas faire un journal de bord du cancer de ma femme, ça n'intéresse personne. En revanche, mon problème, tout de suite, mon problème, c'est quelle légitimité j'ai à parler du cancer de ma femme. Moi, je ne peux pas me retrouver... Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, le public n'est pas là, mais parler, faire un roman, oser un roman sur le cancer, si vous ne l'avez pas eu, c'est extrêmement compliqué. Moi, je ne pourrais pas. Je sais qu'il y en a qui le font très bien, qui incarnent. Dumas n'a pas été mousquetaire, et pourtant, ça se passe très, très bien. Mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin, au fond de moi, de trouver les mots, les émotions, les ressorts qui font que je puisse en parler de façon légitime. C'est étrange, cette légitimité, c'est quelque chose qui me hante constamment. Et quand ma femme a eu ce cancer, c'est un mot d'elle qui m'a dit « il faut que j'en parle ». Elle m'a dit « je suis en guerre ». Elle ne m'a pas dit « j'ai un cancer », elle m'a dit « je suis en guerre ». Et pour moi, la guerre, c'est quelque chose qui est connu de par un passé de reporter. Et ce mot « je suis en guerre » m'a donné envie non pas de me renseigner sur ce qu'était le cancer, mais de l'écouter et de l'entendre. Donc, tout ce dont je parle, la sidération de la mammo lorsqu'on vous apprend le cancer, tout ce dont je parle de cette infirmière à qui elle dit « excusez-moi, je pleure quand ?» Et l'infirmière ouvre ses bras et elle dit « maintenant ». Toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qui sont dans les livres, c'est des choses que les gens vivent véritablement. Mais je me suis dit, je ne peux pas écrire ce livre-là. C'est-à-dire que je vais apparaître devant des gens qui me diront « mais de quel droit vous avez écrit un livre sur le cancer ?» Et je vais répondre « parce que ma femme en a un, pour moi, ce n'est pas viable ». Alors, les guillemets que je voulais mettre tout à l'heure, c'est « heureusement », entre guillemets, donc énormément. Heureusement, j'ai appris 11 jours après que j'en avais un aussi. Donc, mon problème n'était plus un problème de légitimité. Mon problème, c'était, comme souvent dans les romans, c'est de faire un pas de côté. Je ne veux pas faire un livre sur le cancer d'un garçon, écrit par un garçon. Ça me gave, ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, si je deviens Jeanne, si je deviens une libraire, si je fais un roman, si j'entre... Je n'aime pas le mot j'entre en littérature, mais si en tout cas, je décide de faire d'une fiction, c'est-à-dire de prendre du cancer de ma femme avec ma propre douleur, ma propre angoisse, et de mélanger ces deux-là pour donner Jeanne, et pour raconter le cancer de Jeanne, et que Jeanne, en plus, on ne va pas sur 300 pages dire « ah là là, les chimios, etc. » Donc, ce n'est pas ça le problème, c'est « j'en fais quoi encore maintenant ?» Ok, j'ai Jeanne, elle a un cancer, d'accord, j'en fais quoi? Eh bien, Jeanne, je me suis aperçu, moi, ce que je voulais, c'est que le mari de Jeanne, son mari soit là,
soit là et l'aide, elle l'aime, etc. Et sauf que je me suis aperçu très vite, il suffit d'aller dans les chimios pour voir qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et que les femmes, en fait, elles sont seules. Et que les hommes, ils se cassent. Les hommes, ils s'en vont. Les hommes, ils partent. Il y en a qui restent, évidemment, mais les hommes partent. Ouais, tu sais, je ne peux pas supporter ta douleur. Tu es tellement plus forte que moi. Bonne chance. Prends soin de toi. Il y a les hommes qui s'en vont. Et donc, j'ai décidé, parce que je l'ai appris comme ça, je ne le savais pas, moi, ça, que les hommes s'en vont. Donc, je décide que Jeanne soit seule. Mais Jeanne ne peut pas être toute seule. Et qu'est-ce que je vois dans les chimios? Qu'est-ce que j'entends avec ma femme, les infirmières? C'est que les copines sont là. Les mères, les copines, les filles sont là. Et donc, je décide avec Jeanne de créer un clan de filles, un gang de filles qui vont faire quoi? Elles vont attaquer une grande bijouterie de la place Vendôme, pas parce que ce sont des voyous, mais parce qu'elles ont besoin d'argent et que les banques ne prêtent plus quand vous avez un cancer. Les banques ne prêtent pas. Et tout ça, moi, je l'apprends petit à petit, au fur et à mesure. Je n'ai pas envie de faire un livre sur le cancer, je vais faire un livre sur justement cette envie de vivre et cette joie féroce qui font que 4 femmes qui ont un cancer, fuck le cancer, fuck tout le monde, fuck la banque qui ne veut pas prêter, etc. Vous voulez pas, on va se débrouiller. Et donc, effectivement, c'est un thriller. Et moi, ça m'a fait assez plaisir quand j'ai lu un jour une critique qui dit « Tiens, Chalandon se mêle du roman noir, pourquoi pas? C'est pas un problème. » Donc, moi, c'est ça. D'accord. Alors justement, Serge Chalandon, vous venez de souligner ce gisement à la fois affectif, corporel et vital dans lequel s'est ancrée l'écriture de votre livre. Et alors ça m'amène, par une transition extrêmement habile et du côté complètement inverse, à une phrase que j'ai notée dans votre livre, Pierre Jourde. Alors vous êtes, pour donner rapidement le contexte, vous vous adressez à Bernard, enfin le Pierre du livre s'adresse à Bernard, qui est donc votre frère. Je t'assure qu'on a parfois un sentiment de gratuité totale. On se dit qu'on a voué sa vie à une pure illusion, à quelque chose qui n'a rien à voir avec la vérité et qui n'a guère comme avantage de vous conférer une petite gloire dont on se dit toujours qu'elle est imméritée. Alors, c'est un peu l'opposé de ce que vient de décrire Serge Chalandon, cette idée d'une gratuité totale de la littérature, pour le dire peut-être de manière un peu triviale, un peu lapidaire, d'une déconnexion de la littérature avec la réalité, avec tout ce que vient de décrire Serge Chalandon. Comment on le surmonte, ça, si tant est que ça doit être surmonté? Oui, c'est une hypothèse que je pense tout écrivain se fait à un moment donné, de cette déconnexion. Personnellement, quand je me mets à écrire, j'ai souvent un moment de difficulté à franchir, parce que je me dis, ceci n'est pas la vie. Ce que je suis en train de faire n'est pas la vie. La question de la source d'intelligibilité. Premier point, ce n'est pas une question qu'on peut poser en faisant économie de l'histoire de la littérature, qu'on peut ne poser qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans l'histoire de la littérature où on considérait que oui, en effet, dès lors d'ailleurs que la littérature n'était pas séparée des belles lettres, faisait partie des belles lettres, comme l'histoire, comme la philosophie, c'était en quelque sorte un même genre, elle participait de la connaissance, c'était considéré comme telle. Et puis la littérature s'est autonomisée, et elle s'est autonomisée, je vais y arriver à le dire, c'est comme intelligibilité, elle s'est autonomisée en gros à partir de Théophile Gautier, Baudelaire, etc., en se disant qu'elle n'avait à voir qu'avec le beau, qu'elle n'avait rien d'autre à dire que la beauté. Et d'une certaine façon, nous avons vécu sur cette idée-là pendant plus d'un siècle, et ce n'est qu'assez récemment, effectivement, que beaucoup d'artistes, d'abord, et aussi des écrivains, se sont mis à dire que ce qu'ils pouvaient faire, c'était des enquêtes. Vous savez, il y a de plus en plus d'artistes, par exemple, qui font des installations, réalisent des enquêtes, et donc mêlent recherche et création. Il y a un livre de Carole Talon-Hugon qui vient de paraître justement sur cette question, portrait de l'artiste comme chercheur, où elle réfute le fait que ce que fait l'artiste puisse apporter autant d'intelligibilité que le chercheur. Elle pense que c'est du pipeau, en fait. Et inversement, d'ailleurs. Elle pense aussi que ça nuit à la science. Exactement. À l'université aussi. Donc la question se pose, la question est posée, et la réponse peut très bien être non. Ou alors on se dit,
Ce qu'apporte le romancier, comme l'autobiographe, c'est un témoignage. Donc, ce n'est pas exactement le texte qui est source d'intelligibilité, c'est qui va donner une matière à d'autres pour produire de l'intelligibilité, aux universitaires, aux historiens, aux philosophes, etc. Mais ni plus ni moins que le témoignage d'une personne vivante, en quelque sorte. Simplement, comme c'est écrit, comme c'est un dépôt, c'est ce que le passé nous laisse. Donc c'est une source d'intelligibilité dans le temps. On peut aussi penser ça. Donc, On peut aussi penser autrement. On peut aussi penser autrement. J'écoutais Sorge, justement, et ce qui m'intéresse, c'est que, dans ce qu'il a dit, principalement quand il a passé à la question de l'argent. C'est un peu auvergnat, dès que j'entends argent, je dresse l'oreille. Les banques ne prêtent plus. on va se faire des amis chez les Auvergnats. Les banques ne prêtent plus. Vous allez me dire quel rapport avec l'intelligibilité. C'est que l'intelligibilité, merci pour le titre, hein, franchement. Alors, on peut peut-être tomber d'accord pour parler du caractère inintelligible. L'intelligibilité scientifique procède par spécialisation et par série. C'est-à-dire qu'elle met en série un certain nombre d'expériences, et si l'expérience est se répète indéfiniment, elle arrive à une certaine vérité. Elle procède par série. Ce que fait Sorge, par exemple, hein, mais comme ce que fait tout romancier, c'est qu'il mêle les disciplines. Il n'y a pas de discipline scientifique qui soit vraiment, qui mêle complètement, qui se mélange avec d'autres. Ce que fait le romancier, c'est qu'il fait intervenir dans un roman, par exemple, quelque chose qui tient de la psychologie, quelque chose qui va tenir de la médecine, quelque chose qui va tenir de l'économie, quelque chose qui va tenir de la politique. Là, il devient source d'intelligibilité parce qu'il présente les individus, non pas comme éléments dans une série qui nous apporte de la connaissance, mais comme carrefour de séries d'intelligibilité différentes. Ce que sont en effet les individus et ce que la science ne peut pas prendre en compte, en fait. D'où donc formellement, pour reprendre une formule de Léoto, ce côté un peu harlequin littéraire du roman qui va mêler les genres, les registres, etc. Alors cette idée justement de la plus ou moins grande connexion en fonction ou non de l'histoire littéraire de la littérature avec le réel, ça m'amène à vous, Perrine Lequérec. Vous posez une question, alors je vais partir d'un petit peu loin pour vous la poser, je vais partir de Blaise Cendrars et de ses poèmes Kodak. Il avait revendiqué pour ses poèmes l'épithète de documentaire. Il disait, je vais faire une poésie documentaire. Alors, d'un certain point de vue, votre livre, en recueillant ces témoignages de femmes, a un côté documentaire. D'un autre point de vue, il s'agit de poésie, et d'une poésie, on en a parlé un petit peu hier, d'une poésie qui refuse l'ancrage dans la spécificité, dans l'ultra-singularité, une poésie qui vise à l'universel aussi. Alors donc je me demandais, pourquoi avoir choisi la poésie alors que vous aviez justement ce fond documentaire, de témoignages, de paroles qu'on vous a dites. Parce que je ne sais pas écrire de témoignages, parce que je n'aurais pas pu passer par ce procédé narratif, parce qu'il fallait conserver l'anonymat de ces femmes, et parce que tout ce qu'elles m'ont livré comme matériaux, j'avais envie d'en extraire les vocables qui allaient pouvoir être entendus de tous et de toutes. Donc la poésie, là, a été pour moi le moyen littéraire de pouvoir retranscrire tout ce que j'avais reçu. Mais poésie documentaire, oui, certainement. Dans ce mouvement, je dirais que pour être intelligible, cette poésie-là, il fallait qu'elle soit transmissible. C'était ça vraiment notre élan, notre désir, c'était de pouvoir transmettre tous ces témoignages-là, donc dans une forme où chacune et chacun pouvait entendre et comprendre. Donc c'est la poésie donc, qui m'a permis d'opérer cette métamorphose. Alors on progresse dans notre enquête puisque l'intelligibilité c'est aussi rendre intelligible par le biais d'une forme, en l'occurrence la poésie,
poésie qui, soit dit entre parenthèses, parenthèse peut-être importante, est aussi une forme brève, une forme qu'on peut mémoriser facilement et qui permet peut-être ainsi au lecteur de garder en mémoire et peut-être de mieux comprendre, de rendre plus intelligible ce qu'il lit, ce qu'il écoute. Moi, je sais en apportant ce livre dans beaucoup d'établissements scolaires qui l'avaient travaillé, dans des lycées, ce qui m'a le plus marqué, ce sont ces réflexions des élèves, des lycéens qui m'ont dit « vous nous avez apporté le réel avec ce livre-là ». Les violences faites aux femmes, tout le monde a une idée, un langage commun de ce que ça peut être, mais d'un seul coup, en extrayant du documentaire, les mots les plus signifiants et en les ajustant, on arrive à un réel poétique, documentaire, mais en tout cas qui est d'un seul coup intelligible. Alors vous avez bien souligné ce qui est peut-être le nœud de l'affaire, si j'ose dire, c'est cette tension cette attention peut-être entre d'un côté le réel et de l'autre les mots, car évidemment la première matière sur laquelle on travaille, qu'on fasse de la poésie didactique dans les belles lettres ou alors qu'on fasse de l'art pour l'art, ce sont d'abord les mots et c'est à travers eux, à travers leur charge révélatrice, leur charge apocalyptique si on veut au sens étymologique du terme, que quelque chose comme la réalité va peut-être pouvoir se donner. Alors vous me pardonnez pour les mots, vous me pardonnerez, je viens de prononcer des choses assez abstraites, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aborder ici la question de la puissance de révélation des mots, ce que Sandra Lucbert, dans un livre récent, appelle le traitement par la prose, mais aussi le traitement par le poème, pourrait-on dire. Et je vais passer à vous, Sorge Chalandon, et oui encore. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment passionné dans votre livre, ce sont les interrogations très très vite dans le livre de Jeanne à propos du nom à donner à cette ordure, je cite, quel cancer. Ce mot cancer était laid, crabe, insupportable, maladie, trop vague. Donc elle énumère ensuite quelques possibilités et elle s'arrête sur un mot qui n'est pas un mot technique, qui n'est pas un mot scientifique, qui est peut-être le mot que j'attendais le moins là, c'est une image poétique, celle du camélia. Alors le camélia, la fleur pour la maladie, on pense à tout un arrière-plan d'histoire littéraire, Boris Vian et le nénuphar, la dame aux camélias, bien sûr. Mais moi je me demandais, question un petit peu naïve, pourquoi Jeanne, qui cherche le mot juste, le mot pour dire cette maladie, va-t-elle passer par la métaphore ? Parce que j'ai écrit ce livre en hiver et j'ai offert à ma femme un camélia. Ce qui est la meilleure réponse. qui était en bouton. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas qu'il s'ouvre, mais c'était qu'il meurt. Mm-hmm. Et donc j'ai cessé de l'arroser, en fait. D'accord. Donc, non, mais c'était que en fait, le problème, c'est que c'est un mot en fait qui n'est pas prononcé. C'est extrêmement étrange. C'est longue durée, la maladie que vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire que même chez les médecins, c'est un mot cancer, c'est un mot qui est... C'est comme si le prononcer faisait de toi un cancéreux. Moi, avec ce livre, j'ai eu des drôles de trucs dans les salons du livre, notamment des gens qui me disaient « ça parle de quoi ?» J'expliquais, c'est compliqué d'expliquer tout ça, y compris de terminer par un braquage armé dans une bijouterie de la place Vendôme. Et des gens reposaient le livre en disant « ah non, mais moi, même si je le touche, ça porte malheur. Et c'était bouleversant parce que... Et c'est vrai que la première chose qu'on s'était demandé, c'est on va en parler comment. Et tous les mots associés à la maladie étaient faibles. Et donc j'ai décidé de trouver un mot qui était à l'inverse, qui était différent, qui était une fleur. Donc ce petit bouton de fleur que j'ai retrouvé caché dans une gerbe qui était, enfin une gerbe, une plante qui était absolument superbe. Ce petit bouton, c'est celui qui vient d'arriver, qui s'insinue, qui avait à peu près l'épaisseur et le diamètre de la tumeur, et brusquement, et qui était ce rouge
vert rouge, tu sens qu'il est en dessous et qui va sortir. Et j'ai décidé de bannir ce mot-là de ce livre-là, parce que ce n'était pas un livre là-dessus, c'était un livre sur la résistance. C'était un livre sur les femmes qui se battent, ce n'était pas un livre sur la maladie. Et donc je voulais que pour les femmes qui se battent, non pas, je me suis dit, tiens, ce sont des femmes qui se battent, donc je vais prendre un nom de fleur, mais cette idée du bouton de fleurs qu'on va laisser mourir, je trouvais que c'était... voilà. Et donc, lorsqu'elle est opérée, on lui a enlevé son camélia. Et je trouvais ça tellement plus joli qu'on lui a enlevé sa tumeur. Et j'avais besoin de ça. Y compris, il se trouve que j'ai écrit une partie de ce livre à l'hôpital moi-même, et j'avais besoin de ces mots-là qui ne sont pas la vie, qui ne sont pas la vraie vie. Le camélia n'a jamais été un cancer, mais j'avais besoin à un moment donné de narguer tout ce qui faisait la maladie. Et donc de ne pas lui donner ces mots, de pas employer ces termes, de ne pas jouer avec ce qu'on nous imposait, et de trouver des mots de traverse, de trouver d'autres choses pour dire la même chose, mais avec... C'est pas le cancer qui m'impose son vocabulaire. C'est pas le cancer qui m'impose son temps. On décide avec Jeanne, Assia et les autres filles, on décide qu'on va s'en emparer différemment. Donc la première chose dans ce livre-là, c'est de trouver un nom à cette saloperie pour cesser de l'arroser et qu'elle meure. Alors Serge Chalandon, vous avez très très bien expliqué comment justement trouver un mot était aussi trouver un mot qui avait tout un registre symbolique fort. Oui. Et également, vous avez employé une expression qui m'intéresse parmi les autres, celle de chemin de traverse, et qui me permet de poursuivre un petit peu notre enquête sur l'intelligibilité en m'adressant cette fois à Pierre Jourde. Cette idée de chemin de traverse, c'est un petit peu tout le fonctionnement de votre livre, je pense, Le voyage du canapé-lit, qu'on pourrait appeler un récit excentrique. Oui, c'est ça, dans la tradition du récit excentrique. Oui. Voilà la grande tradition Diderot, Sterne, et puis plus loin, Gautier, etc., que vous avez mentionné tout à l'heure. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la façon dont ce récit, qui était, comme je dis tout à l'heure, une espèce d'armoire avec des tiroirs démultipliés de récits, était aussi un récit qui revenait sans cesse sur lui-même, qui se contrôlait sans cesse. Et je vais citer un exemple très drôle. À un moment, il y a une parenthèse, c'est page 111 de l'édition Folio. Ah oui, je voulais piquer, pardon. Oui, mais comme ça, vous pourrez le lire. Je vous mettrai la contribution, page 111. Oui, c'est quoi? C'est en bas? Non, c'est... plus exactement, elle ouvrait une vaste bouche, et surtout la parenthèse qui m'intéresse. Oui, d'accord. Bon. Allons, lisez, ne soyez pas timide. Sur celle de gauche, une femme me regardait d'un air interloqué. Plus exactement, elle ouvrait une vaste bouche et deux grands yeux ébahis. Superbe épanorthose avec rupture de continuité syntaxique, repos, kiné. Voilà, donc vous aurez apprécié la gymnastique rhétorique. Ah, c'est vous qui l'avez écrit, hein. Oui, je sais. Mais ça m'amène à... C'est effrayant. Voilà, donc... Parce que je tombe sur des trucs comme ça, Sandra. J'espère qu'on appréciera ce superbe spécimen de subjonctif imparfait à sa juste valeur. Eh bien, ce sont tous ces moments qui, moi, m'ont beaucoup plu. Et d'une part, donc là, on pourrait d'ailleurs se demander si le texte est de nouveau intelligible à l'auteur qui le relit ensuite. Mais c'est une autre question, ça. Et merci. Venons-en à une question un peu plus sérieuse. Cette forme que vous utilisez, ce jeu des commentaires, du récit qui commente le récit, des parenthèses en apparence seulement goguenardes, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'exercer une espèce de contrôle ou de vigilance sur la langue, de ne pas se laisser prendre à ces pièges, en l'occurrence à ce piège que peut être la rhétorique, en désignant une figure comme l'épanorthose, en désignant un mode de conjugaison un petit peu désuet comme le subjonctif imparfait? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de dire attention, là on est dans un cadre très contraint, ou là on est dans une forme de rhétorique, donc de manipulation du lecteur? Est-ce que c'est pas une espèce de signal d'alerte, une façon de rendre les pièges de la langue, et j'y viens, intelligibles? Ah, bah joli. Et quelle chute. Repos kiné. Oui, bah, en fait, c'est très ambigu, parce que plus vous
vous jouez ce genre de jeu, plus vous avez l'air de vous éloigner, comment dirais-je, de l'illusion du récit, c'est-à-dire de l'adhésion du lecteur à ce qu'il est en train de lire. Mais précisément, en jouant avec ça, vous dites au lecteur, attention, précisément, l'adhésion à la fiction nous éloigne de ce qui devrait être la réalité. Mais est-ce que je peux revenir sur la question de la métaphore, justement. Naturellement. Parce que la métaphore, c'est dangereux. Il faut se méfier. Un écrivain doit se méfier de la métaphore, parce ça peut être simplement une espèce d'enrobage, la métaphore, une manière d'enjoliver la chose, de lui donner une espèce de surplus esthétique qui, pour moi, est l'inverse même de ce que devrait être la littérature. Mais Proust a théorisé la métaphore, a théorisé le travail de la métaphore, en disant que la métaphore, pour lui, c'était une sorte de filtre coloré qu'il appliquait sur la réalité. Regardez, par exemple, ce qu'il fait sur une soirée à l'opéra. Une soirée à l'opéra, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a beaucoup de gens, il y a énormément de choses, il y a beaucoup d'agitation, il y en a partout, etc. C'est quelque chose dont, par exemple, quand on n'a jamais été à l'opéra, on débarque là-dedans, on est submergé par la réalité, on ne peut pas en rendre compte. D'un autre côté, vous pouvez faire de la sociologie, vous pouvez faire de l'histoire de l'art, vous ne rendrez pas compte non plus de cette expérience. Proust applique le filtre métaphorique, les naïades. Et tout à coup, cette complexité devient lisible à partir d'une seule image. Et ce qu'il nous dit, en fait, c'est que c'est pas exactement une question d'intelligibilité, ça l'est quand même, c'est que l'expérience devient possible, et donc s'offre à l'intelligibilité, à partir du moment où les mots, ou la peinture, nous offrent une source d'unification, de concentration. C'est ça un roman, au fait. C'est une concentration, dans finalement assez peu d'espace, de la complexité qu'est plusieurs expériences, plusieurs vies, plusieurs personnes, etc., qui tout à coup se mettent comme quand on, en quelque sorte, comme quand on rassemble des particules, qu'elles se mettent à interagir. Proust dit que, par exemple, Swann tombe amoureux d'Odette à partir du moment où son visage lui devient intelligible. Il devient intelligible, et lui devient intelligible à travers une peinture. Et je pense que c'est ce type d'intelligibilité qu'il assigne à l'art, c'est nous donner accès à la réalité en lui donnant, comment dirais-je, une forme. Mais il ajoute autre chose, c'est que... vous vous souvenez peut-être du chapitre de la sonate de Vinteuil, que Swann associe à Odette, et que chaque fois qu'il l'entend, la douleur de la jalousie se réveille, parce qu'il associe, de manière pavlovienne, ses notes à sa jalousie. Et en même temps, quand Proust décrit cette expérience musicale, ce qu'il dit, c'est que cette musique lui rappelait sa douleur, les bonheurs perdus, etc. Et en même temps, elle installait un espace entre lui et son expérience qui lui disait « ce n'est rien ». S'il y a une action que fait la littérature et qui permet l'intelligibilité, c'est non pas dans ce qu'elle dit, dans le discours qu'elle tient, à mon sens. C'est pourquoi je ne crois pas ni au réalisme à la Zola qui prétend à l'intelligibilité, ni au roman engagé qui prétend à l'intelligibilité, mais à ces textes qui installent précisément cet espace entre le personnage et son expérience et qui lui disent « ce n'est rien ». Il y a une phrase de Satie qui est extrêmement intéressante. Satie est un des premiers à avoir découvert le jazz en Europe, en fait, en avoir écouté, en avoir parlé. Il a dit « le jazz nous raconte sa douleur ». Et effectivement, le jazz est issu de la plus grande douleur du monde, celle des esclaves. Et on dirait aujourd'hui, le jazz est une source d'intelligibilité sur ce qu'était la condition des esclaves, etc. Je crois que Satie dit quelque chose de beaucoup plus juste. Il nous raconte sa douleur et on s'en fout. Ça a l'air terrible de dire ça. Mais je crois que c'est ça l'art.
L'art, c'est nous mettre à distance par rapport à notre propre expérience. C'est-à-dire, tu es ça, mais tu n'es pas ça. Et ça, c'est ta liberté. Et je crois, alors, et là, je reprendrai ce que disait Barthes à un moment donné par rapport au langage journalistique, où il disait, non, le langage journalistique nous explique, la littérature, elle nous désexplique. Pour moi, l'art, c'est une source d'inintelligibilité, j'ai réussi à le dire. C'est une source d'inintelligibilité. C'est nous rendre le réel précisément comme à distance, comme il n'est pas nous. Il est, alors, justement, il y a un dialogue qui est central, je crois, et que je ne vais pas retrouver. C'est le dialogue à propos de la grand-mère, où elle dit, en fait, la grand-mère était impossible. Elle existait, on l'a connue, mais elle était impossible, elle ne pouvait pas être. Et je crois que c'est ça le travail de l'art. C'est prendre les choses telles que la science nous les explique, nous les rend intelligibles. Et la seule chose que puisse faire l'art, c'est non pas de faire concurrence à la sociologie, à la science, etc., c'est de dire, ça n'est, ce donné que la science nous explique n'est pas possible. Alors, ce que vous venez d'exposer brillamment, Pierre Jourde, me rappelle une phrase de Pierre Michon dans un entretien dans Le Roi vient quand il veut, où il disait, de mémoire, il y a une forme d'inélégance ou de bêtise pour un écrivain à vouloir penser autrement que par métaphore. Et effectivement, ça me ramène à ce que disait Serge Chalandon, ça me ramène aussi à ce que vous disiez sous un autre biais, une sorte d'inélégance à penser autrement que par métaphore. Et c'est une phrase très très forte, puisqu'elle suppose que la métaphore peut penser, elle suppose qu'il y a aussi une élégance et que beauté et pensée sont mêlées pour cette espèce d'intelligibilité, de la non-intelligibilité que vous venez de décrire. Et effectivement, mais à côté de la question de la métaphore, il y a aussi, Serge Chalandon parlait de la puissance du mot tout à l'heure, il y a aussi une puissance, et là je me tourne vers vous, Perrine Lequérec, il y a aussi une puissance du mot juste. Il y a ce passage dans un des poèmes, Victime, c'est le mot juste, et c'est un poème qui s'appelle Cause nationale ou Grande cause nationale, et qui oppose d'un côté les grands discours, il faut bien le dire, un petit peu ronflants et plein de bonne conscience, espèce de grand battage publicitaire contre les violences faites aux femmes, et d'autre part, la difficulté qu'il y a à se faire entendre, à dire exactement ce statut de victime. Et la question que je me posais, pour en revenir à notre problème de l'intelligibilité, est-ce que le choix du mot juste, en l'occurrence victime, ce n'est pas aussi un moyen de trouver une langue juste et de dénoncer ipso facto toutes ces langues fausses, toutes ces langues qui ne sont en fait que des maquillages du silence? Bien sûr, oui. Puis là, par exemple, vous avez utilisé l'expression de battage publicitaire. Enfin, on parle de femmes qui sont assassinées ou qui sont rouées de coups, dont les vies et les corps sont écrasés. Donc, mettre des termes comme publicitaire, ce qui est juste, autour de ces vies-là, tout ce langage méprisant d'actions jamais abouties, de réformes minimes qui sont proposées pour endiguer cette violence-là. C'est vraiment insupportable. Donc quand ces femmes-là ont décidé de me parler, il était bien sûr essentiel de conserver leurs mots, et puisque je les ai vus longtemps, il y a eu beaucoup de répétitions dans leurs témoignages, de comprendre quel était pour eux le mot le plus juste, le mot qui définissait véritablement ce qu'elles avaient subi, comment ça avait été reçu ou passé sous silence, et puis de pouvoir donc écrire des mots qui seraient hors du silence. Voilà. Et donc, effectivement, sortir de ce langage auquel on s'est habitué à toutes ces formules autour des violences faites aux femmes. Vraiment, il y a quelque chose qui nous... une sorte de flux comme ça qui fait que c'est devenu... qu'on voit plus à quel point les féminicides, c'est insupportable. Enfin, tout le monde ça devrait être une cause prioritaire. Et donc, voilà, c'est sortir de ce langage-là, et puis pouvoir d'un seul coup proposer
des mots justes. Alors justement, cette puissance du mot, cette puissance de révélation, de justesse du mot, elle passe donc par le mot lui-même, évidemment, mais elle passe aussi par un certain nombre de procédés, mais le terme est un petit peu péjoratif, disons, de modes d'écriture poétique, et en particulier chez vous, Perrine Lequerec, il me semble que ça passe aussi par, on en a parlé un petit peu hier, par la répétition, par les anaphores, si je ne me trompe pas de terme, la répétition des mots, la répétition. Alors je le recite, j'avais cité hier, mais mon livre est corné, je tombe dessus. En cachette la fin du monde, en cachette gober du Valium, en cachette acheter un téléphone portable, en cachette voir ma mère, ma sœur, en cachette conserver les certificats médicaux, en cachette. On le lit, on est pris dans cette espèce de souffle, mais surtout, au bout d'un moment, il y a quelque chose comme les résistances du lecteur, ou ce que vous venez de décrire sur le fait que, bah oui, on entend tous ces discours, mais finalement, on n'y croit plus trop, qui finit par tomber, me semble-t-il, grâce à la répétition. C'est l'effet que vous cherchiez ? Oui, c'est l'effet que je cherchais, et c'est aussi ce que j'ai entendu. Ce sont plusieurs femmes. Après, je mêle leurs voix, mais une m'a dit en cachette du Valium, et l'autre m'a dit en cachette voir ma mère. Voilà, donc c'est constitué ce chœur de femmes, mais c'est aussi dans tout ce travail sur la langue, mettre sur la page leur silence. Parce que bien sûr il y a le mot juste, mais il y a le silence juste, et ça aussi il peut se lire, il peut s'entendre, il peut se voir sur la page. Avec la poésie, on a ce grand travail sur l'espace, sur le blanc, qui peut être extrêmement poignant. Et lorsqu'elles me parlaient, leur silence ou leur attitude ou leur façon de se tenir face à moi ou de se cacher, ça aussi j'ai voulu qu'on le lise dans ces textes. Il nous reste un peu de temps, oui. Il nous reste un tout petit peu de temps, et pour aborder une dernière question qui était sous-jacente, Perrine Lequerec, à ce que vous venez de dire à propos de tous ces discours factices, vides ou creux, qui masquent, qui dissimulent la violence faite aux femmes. C'est donc la question des représentations toutes faites, des préjugés, ou pour employer un terme plus littéraire, c'est la question du cliché aussi. Il me semble que dans vos trois textes, tout différent fût-il, vous remarquerez kiné, etc. Très joli, Kiné très repos, joli. ouais. Tout différent fût-il les uns des autres, il y a une façon d'aborder frontalement ou par les détours le cliché, et d'essayer de le pourfendre, de disloquer ou le démonter. Par exemple, Sorge Chalandonf, vous avez dans votre livre, non seulement ces femmes sont en guerre, donc on est déjà contre le cliché simplement de la maladie comme espèce de fatalité, mais de surcroît, ce sont des femmes qui agissent d'une façon qu'on prêterait peut-être d'abord à des hommes. Elles agissent suivant, vous l'avez dit tout à l'heure, suivant les conventions du roman noir, préparation d'un fric-frac, exécution. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient arrondir leur fin de mois, on sait parfaitement maintenant comment dévaliser une bijouterie. Non, parce que la joaillerie dont je parle, c'était une joaillerie éphémère, le temps de travaux. C'est fini là. Elle a réintégré le bâtiment principal, donc c'est plus possible. Mais bon, toujours est-il que, et un petit peu plus sérieusement, voilà, est-ce que cette façon de donner à ces femmes des rôles traditionnellement quand même attribués à des hommes? Non, je suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que, moi, j'ai connu pas mal de conflits en tant que journaliste. Les femmes et les hommes portent le fusil pareil. Donc je n'ai jamais, dans ma vie d'homme et de journaliste, je n'ai jamais fait la différence. Voilà, c'est terrible à dire, mais à travail égal, salaire égal, évidemment, mais à combat égal aussi. C'est-à-dire que dans les guerres modernes, en tout cas les guerres de libération, où une femme n'est pas une cantinière, c'est un soldat, une soldate. Donc moi j'avais très envie que Jeanne, ce personnage principal, qui est une libraire qui vit dans les romans, qui vit dans les livres, j'ai eu envie depuis le tout début de lui mettre une arme dans la main, une vraie arme dans la main. Et j'ai eu envie, et c'est un bonheur absolu pour elle lorsqu'elles font ce fric-frac, justement, ce casse qui est très violent,
parce qu'elles sont armées. Enfin, il y a 3 armes factices et une arme réelle. Mais Jeanne avait envie, après que son mari soit parti, allez, bon courage, je compte sur toi. Parce que non seulement les maris partent, mais souvent quand ils sont guéris, ils reviennent et les acceptent. Quand un mari perd ses cheveux à cause de la vieillesse ou de la chimio, les femmes ne partent pas. Les femmes restent. Quand les femmes perdent leurs cheveux, les maris s'en vont. Et ça, ce sont des choses que je voulais faire. Et je voulais donner à ces femmes le bonheur. Alors ça paraît, c'est peut-être inaudible, et je m'en fous. Mais le bonheur que des femmes armées aient à terre des vigiles hommes qui aient peur. C'est évidemment, on parle de la maladie. C'est pas un vigile homme c'est la maladie qui va être terrassée. Et l'arme qu'elles ont à ce moment-là en main, c'est pas une arme d'homme, c'est une arme de femme, un pistolet automatique. Et pour moi, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, je vais les faire agir comme des femmes parce qu'elles ont un cancer. Non, c'est homme-femme, c'est pas un problème. Je voulais simplement que ces femmes-là aient accès à des bijoux. Et pour avoir accès à des bijoux, qu'on le veuille ou non, alors il y a soit la ruse, mais là, d'ailleurs, elles emploient une ruse qui est on ne va pas tout dire. On ne mais révélera pas, non. Voilà. Mais en même temps, ces femmes en guerre sont des hommes en guerre comme les autres. Je ne voulais pas à un moment donné que, oui, alors tout ça, c'est les femmes. J'avais pas envie de ça du tout. Même si la perte des cheveux d'une femme est associée aux sorcières du Moyen-Âge, est associée aux prostituées aussi du Moyen-Âge, est associée aux femmes tondues, à la libération, etc. Donc c'est encore plus violent. C'est pour ça que l'une des femmes, qui s'appelle Brigitte, elle ne veut pas de perruque, elle ne veut pas de foulard, elle veut rien, elle est tête nue. Et être tête nue face à ces hommes et une arme à la main, c'est le début de la guérison. De guerre à guérison sain, d'une certaine façon. Oui, malheureusement, je pense qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix parfois. Alors, et peut-être pour finir sur ce point, donc Sorge Chalandon, vous avez très bien montré la façon dont votre livre faisait fi de tout ce qui pouvait être cliché, assignation ou quoi que ce soit. Et crédible. Et crédible. Faisait fi de tout ce qui pouvait être crédible aussi. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure sur le mode de la plaisanterie, effectivement, c'était aussi un petit mode d'emploi pour attaquer cette bijouterie avant qu'elle ne soit plus éphémère. Absolument. Et alors, pour finir simplement, et pour finir peut-être sur cette question du cliché et de la façon dont la littérature peut nous permettre de les comprendre et peut-être de les disloquer, une citation que je vous emprunte, Claire Jourde, c'est après, alors ce sera un peu long de résumer le contexte, donc dit très très rapidement, le narrateur, Pierre, parle d'une anecdote qui lui est arrivée à Londres, où une marinière, donc ces jolis pulls, enfin ces jolis t-shirts très un t-shirt j'entends. Qui attire l'inverti. Qui attire, voilà, comme il le dit si bien, qui attire l'inverti, et donc une anecdote assez drôlatique d'une nuit passée avec un coiffeur, etc., etc. Je n'en dis pas plus, vous lirez ces pages 216. Je peux vous lire très rapidement. Par une nuit sans lune à Londres, comme dit l'autre, c'était dans l'horreur. Vêtu d'une marinière, très jeune, je tombe sur un garçon qui promène son caniche, et nous devisons. Et il m'explique, alors je lui dis que je n'ai pas d'abri pour la nuit, il me propose de venir chez lui. En arrivant, il me dit qu'il n'y a qu'un seul lit, donc on va passer la nuit dans le même lit. Il m'explique qu'il est coiffeur et qu'il est grec. Et ma réaction, c'est de dire, voilà un cliché, et le cliché n'est pas la réalité. Par conséquent, je ne crains rien. Évidemment, le cliché était la réalité. Et vous posez justement la question, cette marinière n'était-elle pas là pour me renvoyer à l'univers des clichés, à me convaincre qu'il reflétait bel et bien la réalité et que le monde n'était qu'un ballet folklorique, chaque danseur dans son costume, de pédé, de nègre, de cultéreux, etc. Et la question donc, que je vous posez là, c'est quelle valeur attribue-t-on au cliché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait comme on est écrivain? Est-ce qu'on s'en défie comme de la peste bubonique, ou alors est-ce qu'on se jette dessus avec gourmandise pour en faire sortir le petit noyau de réalité qu'il peut avoir? Classons les possibilités en 3. Il y a les écrivains qui n'y font pas attention. Et donc vous avez des textes qui sont bourrés de clichés. C'est-à-dire de formules toutes faites
qui sont en général des métaphores, justement. C'est pour ça qu'il faut se méfier des métaphores. La métaphore est la principale pourvoyeuse de clichés. Donc, qui fixe dans le langage quelque chose qu'on croit encore être la réalité et qui, justement, ne l'est plus. Ça n'est plus que du langage. Il y a ceux qui les évitent, qui tentent de les éviter, parce que ce n'est pas toujours facile, et il y a ceux qui les prennent et qui les exploitent comme source de création. C'est le cas d'Éric Chevillard, par exemple, qui dit que cette demoiselle blonde comme les blés ne ressemblait pourtant ni de loin ni de près à une exploitation agricole. C'est une manière de relancer le cliché comme source de création. Ça c'est plus rare, c'est plus compliqué. Ok. Alors écoutez, on pourrait continuer là-dessus. Je pense qu'on a rendu un petit peu plus intelligible l'intelligibilité putative de la littérature. Alors peut-être y a-t-il quelques questions de la part des auditeurs? Oui, je crois que les chatteurs ont envie de revenir sur la question du mot juste. Alors je vais essayer de résumer un petit peu leur question au pluriel. En vous demandant à chacune, peut-être comment cela vous travaille-t-il le mot juste pour quelque part rendre intelligible ce que vous voulez dire, ce que vous racontez. Perrine Lequerec, vous employez le terme mot juste. Dans un travail où on me confie, Rouge-Pute, c'est un travail très particulier pour moi. Dans un travail où on me confie des mots, j'ai une sorte de charge, d'authenticité. Elles m'ont donné leurs mots. Je dois absolument respecter leur témoignage. Donc il y a ce mot juste là, il est vraiment doublement important. Respecter ce qu'elles m'ont dit et puis qu'ils prennent place de façon exemplaire dans la poésie pour pouvoir arriver à son but. Dans tout mon autre travail d'écriture, je ne suis jamais satisfaite tant que le mot n'est pas juste. Donc une responsabilité. Oui, et puis même dans la beauté de l'écriture, je ne suis pas satisfaite si c'est pas juste. Oui. Serge Chalandon, vous avez ce même rapport entre justesse et beauté? Moi, donc c'est plus compliqué. Moi, ça vient d'un handicap. Moi, j'étais très bègue lorsque j'étais enfant, je le suis moins. Mais donc, j'étais privé de mots, moi. Donc, je ne pouvais pas avoir des mots en trop. Le mot juste était impératif pour moi parce que ça y est, je vais bégayer. Parce que je n'avais pas le droit d'employer un mot pour un autre parce que l'autre mot ne sortait pas. Donc, par exemple, c'est toujours quelque chose qui me vient parce que c'est le plus fort. Quand je ne pouvais pas dire rouge, je sentais, tu sais, quand tu es bec, que le R ne va pas sortir. Donc, il fallait grenaille, il me fallait carmin, il me fallait garance, il me fallait pourpre, il me fallait tellement de choses. C'est-à-dire que j'étais obligé d'avoir une boîte à outils de mots justes, prêts au cas où ça ne sortait pas. Mais je pouvais finir avec une pomme rouge en disant que la pomme était jaune, simplement parce que je n'avais pas pu prononcer le mot juste. Ça me rendait extrêmement malheureux. Donc c'est étrange d'ailleurs. Moi, j'ai été un militant d'extrême gauche. J'ai jamais dit CRSSS, parce que c'est injuste. Et ça, pour moi, le mot juste, c'est juste. Tu cries CRSSS, quand les SS arrivent, tu cries quoi? Et quand mes copains me disaient, mais alors qu'est-ce que tu cries? Je sais pas, tu cries CRS égale CRS, sur un mur tu écris CRS égale CRS, ça c'est juste. Ou tu écris autre chose. Mais en tout cas, le mot SS est un mot, non seulement qui est injuste, mais qui est dégueulasse, et qui est faux, et on n'a pas le droit d'insulter les mots. Et donc moi, en tant que bègue, j'étais obligé de faire une sorte de pacte avec les mots. Je fais attention aux mots, y compris à l'écrit, parce que s'ils ne sont pas justes, ils me le reprochent, et s'ils me le reprochent, je ne peux pas les dire. Ils ne s'offrent pas. Donc ça paraît un peu étrange, bizarre, un peu dingo, mais en tout cas, moi, depuis tout petit, je sais que plus le mot est à l'os et plus il est juste. Je t'aime, c'est magnifique. Je t'aime beaucoup, reste plus rien. Alors là, ce n'est pas dingo, au contraire, c'est une très belle définition de la portée à la fois éthique et esthétique de ce que peut être... Mais moi, c'est un handicap, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'il se trouve que le handicap m'a obligé au mot juste, comme si j'avais une jambe qui me fasse mal, ça m'obligerait à marcher plutôt sur la jambe gauche. Voilà. Donc, ce n'est pas une question que je me pose. C'est une question depuis toujours que j'ai été obligé. C'est un chemin que j'ai été obligé d'emprunter pour dire je t'aime.
Et donc pour finir, dernier chemin qu'on va emprunter, on posait la question à Pierre Jourde, la question du mot Oui, juste. Alors, je pense qu'on accorde peut-être trop d'importance à cette question de mot juste, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça se joue pas si souvent que ça au niveau du seul mot. Je veux dire, Bien sûr. ça se joue au niveau de la syntaxe, ça se joue au niveau de l'expression, de l'image, etc. Et parfois, effectivement, ça se joue au niveau du mot. Quand je fais des ateliers d'écriture, je faisais beaucoup d'ateliers d'écriture avec des étudiants. Les premières recommandations que je leur disais, ça rejoint ce que disait Georges à l'instant, pas d'inflation. Dire trop, c'est de l'inflation, c'est-à-dire c'est perdre le sens. Pas trop d'adjectifs. Ça, vous pouvez les mettre, vous pouvez les adjectifs, très peu. Et parfois, on tombe sur des mots qui sont effectivement, qui posent problème, et j'utilise ça beaucoup dans le voyage du canapé-lit. Par exemple, les mots pour dire les dialogues. Oui, ben vous employez des noms d'oiseaux, enfin des verbes Voilà, d'oiseaux. oui. Alors, il y a une faute de français assez répandue et assez désastreuse qui consiste à employer pour exprimer une parole un verbe qui n'est pas de parole. Comme il est grand, s'étonna-t-elle. Ça, c'est une faute. J'ai même lu c'est extraordinaire, décrypta-t-elle. Ça, c'est magnifique. Alors, vous avez... Comment vous allez faire? Donc, vous êtes dans un roman où les gens n'arrêtent pas de dialoguer. Ouais. Si vous dites sans arrêt dit-il, dit-elle, Oui, mais alors, ça va être... attends, je peux juste une parenthèse, si tu peux me permettre. Ça, c'est une catastrophe absolue. C'est que dans les écoles de journalisme aujourd'hui, on dit que dire, je dis, par exemple, eh ben, il ne faut pas, on bannit. Et donc, si vous prenez n'importe quel journal, là je parle de journalisme, le mot dire n'existe plus, donc des pauvres gens avouent. C'est-à-dire, Oui, c'est ça. il fait chaud, avoue-t-elle, mais c'est hallucinant. Voilà, exactement. Mais c'est Voilà. terrifiant, c'est-à-dire que pour ne plus dire ce mot magnifique, elle m'a dit il pleut. Non, c'est-à-dire qu'il avoue, il acquiesce, il abonde. C'est des choses, il n'y a plus le mot dire, et il y a plein de choses qui n'ont plus aucun sens, qui sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'une dame qui dit il pleut, tu ne l'as pas torturée. Elle n'avoue pas, elle le dit. Et ça, c'est un truc qui est... Donc là, pour le coup, la presse s'est emparée pour ne pas dire, parce que dire, ça ne veut rien dire, il faut d'autres mots. Et tous ces pauvres mômes journalistes jeunes, eh ben, ils se cassent la tête, et tu te retrouves avec des choses qui sont à l'inverse juste de la simplicité. C'est vrai. C'est ce que tu dis. C'est vrai. Mais en même temps, je ne voulais pas mettre 150 fois dire dans le Pourquoi roman. pas? Et pourquoi pas? Bah non, je ne trouvais pas ça amusant. D'accord. Donc j'ai pris deux autres solutions. Soit des cris d'oiseaux, en effet. Donc, Oui. donc Jabota Martine. Garule, on retrouve même Oui. Garulé. Ou Garula, mon frère. Soit, alors, pousser jusqu'au bout la faute de français, tant qu'à faire. C'est comme pousser jusqu'au bout le cliché. Donc, nous allons bientôt arriver. Appuya sur le frein, mon frère, tout en se grattant le nez. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une solution. De Ça. même- Souris. Voilà, ou souris. Chez Novarida, on dit, on lit aussi au pardon, péta Philibert. C'est une solution. Une solution. Et, par exemple, le mot bastingage. Ouais. Voilà, comme vous savez, dans tous les romans sur la marine, il y a toujours quelqu'un qui s'accoude au bastingage. Bon, c'est embêtant parce que vous êtes sur un bateau, il y a un bastingage. Ouais. Donc il faut jouer avec. Mais il faut prendre conscience du cliché et essayer de jouer avec. Bon, ben, ce pourrait être une conclusion de cette table ronde. Éviter les phrases à essai, comme disait Léoto, ou jouer avec les phrases à essai et les mots à essai. Alors, je crois que... Je ne sais pas si on a montré où se trouvait la... Et peut-être aussi inventer vos propres lieux communs, tant qu'à faire. Créer un poncif, Créer un c'est le poncif. génie, disait l'autre. Voilà, créer un poncif. Alors voilà, créer un poncif, peut-être que c'est là qu'est la source d'intelligibilité de la littérature. Donc on engage les lecteurs, les internautes, les écrivains à créer leurs propres clichés et on jouera avec dans 10, dans 15 ans. Voilà. Merci à vous, Pierre Jourde, Perrine Lequerec, Serge Chalandon, et merci à vous. Merci. Merci. Merci.